Le mois de juin, dans le désert de Danalik, en Éthiopie. Il règne une chaleur étouffante. Nous sommes dans la corne de l'Afrique et avons quitté Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour nous rendre dans le territoire des Afars, une tribu de guerriers nomades au nord-est du pays. Annette Weber et Rüdiger Neberg de l'organisation des droits de l'homme Target effectuent ce nouveau voyage pour faire avancer le combat qu'ils mènent depuis 6 ans contre les mutilations génitales féminines. Une pratique qui touche 160 millions de femmes et de jeunes filles de par le monde. Toutes les 10 secondes, une nouvelle femme est excisée. Retour en arrière. Il y a 5 ans, dans cette cabane, Annette et Rüdiger faisaient la connaissance de Fatouma, une fillette de 7 ans. Fatouma alors se réjouissait. On lui avait promis une belle fête, dès lors qu'elle serait passée par un rituel secret auquel sont soumises 90% des jeunes filles de cette région du monde. Ensuite, lui avait-on dit, elle pourrait aller à l'école, ce qui était son souhait le plus cher. La vieille dame, elle, ne se réjouissait pas. Elle avait déjà pratiqué la chose, comme disent les gens d'ici, des centaines de fois. Elle se préparait à une nouvelle intervention. Fatouma comprenait peu à peu que quelque chose de menaçant se tramait, mais elle n'avait aucune chance d'en réchapper. Son père et sa mère quittaient la cabane. La fillette était seule avec sa peur grandissante. Nous montrons ces images à tous ceux qui nous disent que ce n'est pas si grave. Parce que nous l'avons entendu, ce n'est pas si grave, nous a-t-on dit. Comment, tu vois ces images et tu me dis que ça, ce n'est pas si grave? On voit le danger, on voit clairement que cette fille peut se vider de son sang et qu'elle peut en mourir. Et toi, tu oses dire que ce n'est pas si grave? Les gens de la tribu ne sont pas réellement conscients de ce qui se passe. C'est un tabou absolu, on n'en parle pas. Et lorsque je leur ai demandé pourquoi ils n'en parlaient pas, l'un d'entre eux m'a répondu, à fort juste titre, « Allez, ne fais pas ton donneur de leçons, en Europe vous ne parlez pas de tout non plus. » Nous avons voulu montrer aux responsables de ces sociétés la violence que leurs filles subissent, car les pères de famille n'assistent pas à ces interventions. Ils ne savent pas ce qui se passe réellement. Émotionnellement, ce tournage a été extrêmement pénible pour moi. J'avais des palpitations, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Et je ne pensais qu'à une chose, prendre cette fille avec moi et la sauver. Il aurait été impossible de sauver cet enfant. Même un Afar n'y serait pas parvenu. Si je m'étais sauvé avec la fillette, il m'aurait tué. Nous aurions eu un mort, une Allemande tuée, et au bout du compte, l'enfant aurait été mutilé tout de même. Après l'excision, que les Afars pratiquent dans sa forme la plus brutale, les jambes de la fillette sont fermement emmaillotées des hanches jusqu'aux chevilles pour accélérer la cicatrisation. Une torture de plus, qui engendre souvent des complications à vie. Les douleurs que Fatouma endure sont atroces. Le clitoris et les lèvres vaginales ont été sectionnés. La plaie béante au-dessus du vagin a été désinfectée avec du jus de citron avant d'être refermée par pression. Désemparée et abasourdie par le choc, la fillette, entre 2 sanglots, crie « Je ne veux plus aller à l'école, je ne veux plus aller à l'école ». La plupart des filles sont excisées entre l'âge de 4 et 12 ans. Après l'intervention, les filles des tribus nomades passent plusieurs nuits dans une cabane protégée par une clôture d'épines, car leur saignement attire souvent des hyènes. L'excision est réalisée sans anesthésie, avec des ustensiles de fortune, lames de rasoir, débris de verre ou couteaux, du matériel non stérile. Une fille sur 10 décède à cause des saignements ou des suites d'une infection. L'urine et le sang s'accumulent dans le bas-ventre et ne s'écoulent que lentement à cause des bandages qui enserrent les jambes. La cicatrisation dure au moins 4 semaines.
Dans certains cas, la plaie ne se referme jamais, causant infection sur infection. Le pire, ce sont les saignements et le fait d'uriner. Pour uriner, il faut 1 heure, parfois 2. Quand une fille a fini au bout de 2 minutes, ça signifie que la chose n'a pas fonctionné. Plus tard, quand elles auront leur menstruation, elles devront s'introduire un petit bâton dans le vagin pour libérer un passage qui permettra d'évacuer le sang. Il faut que le sang noir s'évacue, mais il ne sort pas sans qu'on s'introduise quelque chose. Les filles s'accroupissent et contractent la vessie pour uriner. Elles se roulent sur le sol, c'est très douloureux. Mais elles doivent se débrouiller toutes seules. Elles ne peuvent pas en parler à quelqu'un, personne ne peut les aider. Il faut qu'elles se débrouillent toutes seules. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 3 millions de filles subiraient une mutilation de l'appareil génital. On distingue 3 méthodes d'excision. La clitoridectomie, l'ablation partielle ou totale du clitoris. L'excision, l'ablation du clitoris et des petites lèvres. L'infibulation, les grandes lèvres sont elles aussi retirées, la vulve est suturée avec du fil à coudre ou avec des épines d'acacia jusqu'à ce que la cicatrisation ait lieu, recouvrant le vagin et l'urètre. Pour permettre l'évacuation de l'urine, des saignements menstruels et des sécrétions vaginales, une petite tige de roseau est introduite lors de la suture. Elle laissera un minuscule orifice après la cicatrisation. Si la majorité des hommes ne veulent pas savoir ce qu'on fait subir à leurs femmes, certains acceptent tout de même de témoigner. Ahmed nous montre les épines d'acacia qui servent dans bien des cas à suturer le vagin après l'excision. Et il nous raconte aussi une nuit de noces qui n'a rien d'inhabituel. Lors de la nuit de noces, mon ami a essayé d'ouvrir sa femme de manière classique. Et comme il n'y parvenait pas, il a utilisé son couteau. La femme est morte. À Addis Abeba, nous rencontrons le gynécologue Youssouf Loukman. Il lutte depuis presque 20 ans contre les mutilations génitales féminines. Il connaît les raisons de la pérennité de cette tradition. L'une d'entre elles réside dans l'attente des hommes de ces peuples. Nous lui demandons pourquoi une femme ne se fait pas ouvrir par un médecin avant la nuit de noces pour s'éviter un sort semblable à celui qui vient d'être décrit. En principe, les femmes ne viennent pas nous voir pour la désinfibulation avant la nuit de noces. Dans un premier temps, c'est le mari qui doit essayer. Souvent, il ne parvient pas à pénétrer son épouse par la voie normale, mais au moins il a pu constater que sa femme est pure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore eu de relations sexuelles. C'est dans ce cas qu'il arrive que le mari ou le père de la jeune femme nous amène l'épouse en consultation pour que nous la désinfibulions. Mais avant, nous avons toujours un entretien approfondi avec le mari. Si nous désinfibulions la jeune femme avant la nuit de noces, et si le mari pouvait la pénétrer sans le moindre problème, il pourrait supposer que son hymen n'est pas intact et qu'elle n'est donc pas vierge. Or, dans ces sociétés, si le mari a l'impression que sa femme n'est pas vierge, cela crée de très graves problèmes. Il peut la battre, il peut divorcer, la renvoyer chez ses parents. C'est pour cela que personne ne vient avant. Petit à petit, Annette Weber et Rudiger Neberg se familiarisent avec les Afars et avec leurs coutumes. Comme partout dans le monde, les repas en commun sont le signe d'intentions pacifiques et de relations conviviales. Mais les Afars sont un peuple fier, qui porte les armes même en temps de paix. Pas question pour eux d'accepter une quelconque ingérence de la part d'étrangers. Au fil des ans, les deux Allemands sont pourtant parvenus à gagner le respect et la confiance. Pour Annette et Rudiger, la lutte pour les droits de l'homme passe aussi par la confrontation avec le tabou des mutilations génitales féminines.
J'ai commencé à travailler sur cette question parce que j'en étais informé depuis longtemps. Il y a 30 ans, je suis passé dans cette région et une femme m'a parlé de ces pratiques. À l'époque, j'étais persuadé qu'on ne pourrait jamais intervenir, d'autant moins qu'on est un étranger. Aujourd'hui, Rüdiger Neberg intervient. Il rend visite à une infibulatrice et à sa fille. Ces femmes, bien que disposant de connaissances anatomiques très limitées, bénéficient d'une grande reconnaissance sociale. Leur activité leur assure de bons revenus. Combien les gens vous paient-ils pour faire ça? Quel est le prix? 200 birrs. 200 birrs correspondent à 20 €. Ici, c'est une somme très importante. Rüdiger Neberg veut également savoir comment elle s'y prend. Elle se livre à une démonstration sur sa robe. Comme de coutume, sa fille lui succédera un jour. Sa mère la forme progressivement. Puis, l'infibulatrice extirpe un exemplaire poussiéreux du Coran d'un sachet en plastique. Fréquemment, les mutilations génitales féminines sont justifiées comme étant des pratiques recommandées par l'islam. Rüdiger Neberg veut savoir quel passage du livre impose ce rituel. La femme accepte de lui lire l'extrait en question, mais ce faisant, elle commet une erreur embarrassante. Elle tient le livre à l'envers. Elle ne le tient pas correctement. Il faut qu'elle le tienne comme ça. Manifestement, l'infibulatrice ne sait pas lire. D'ailleurs, dans le Coran, l'excision n'est suggérée nulle part. Mais avant que Rüdiger Neberg puisse aborder la question, une jeune mère entre dans la case avec un bébé. C'est une petite fille, née il y a quelques semaines à peine, qui doit être excisée aujourd'hui. La maman l'a décorée avec des rubans et des bracelets aux poignets et aux chevilles. La fillette est remise à la fille de l'infibulatrice qui la maintiendra durant l'intervention. Ces dernières années, l'âge des jeunes filles excisées n'a cessé de baisser. L'une des raisons est que les filles en grandissant sont de mieux en mieux informées et qu'elles essaient de se soustraire à l'intervention. Par ailleurs, de nombreuses mères sont convaincues que leurs filles souffrent moins quand l'excision a lieu peu après la naissance et que plus tard, elles ne se souviendront de rien. Pourtant, parmi les 10% de filles qui décèdent des suites de la mutilation, la part des nourrissons est particulièrement élevée. Beaucoup ne survivent pas à la perte importante de sang. Dans les régions rurales, les jeunes mères ont une éducation scolaire très faible. Elles sont davantage marquées par les traditions et soumises à un contrôle social plus fort que les jeunes filles qui grandissent dans les villes. Cela les conduit à accepter la chose ainsi que ses conséquences sans se poser de questions. La plupart des populations concernées pensent que les mutilations génitales féminines sont prescrites par le Coran. Mais que savons-nous réellement sur l'origine de cette pratique? Les sources les plus anciennes datent de l'époque d'Abraham, vers 1900 avant Jésus-Christ, et se basent sur le témoignage d'une dénommée Agar, servante d'Abraham et originaire de l'Égypte ancienne. D'après ces sources, les Égyptiens de cette époque étaient convaincus que l'homme et la femme naissaient bisexués et le demeuraient jusqu'au moment de l'ablation de l'autre sexe. Ainsi, le prépuce de l'homme passait pour un reliquat des lèvres génitales, alors que le clitoris était considéré comme une mutation du pénis. En revanche, la question de savoir si le rituel de l'excision est d'origine hébraïque ou pharaonique n'a toujours pas été résolue clairement à ce jour. Les traces de mutilation sexuelle que certains croient avoir observées sur les momies des pharaons n'ont pas pu être confirmées scientifiquement. En revanche, des témoignages écrits nous apprennent que dans l'Antiquité, ces pratiques faisaient partie des mœurs tant chez les Égyptiens que chez les Juifs. D'ailleurs, l'intervention la plus mutilante de l'appareil génital féminin porte aujourd'hui encore le nom d'excision pharaonique. L'islam n'est apparu que 2500 ans plus tard. Dans les 28 pays islamiques africains, l'islam a repris les pratiques de mutilation génitale féminine. Par contre, ces pratiques ne sont pas inscrites dans le Coran comme étant des devoirs religieux. Il est par exemple établi que le prophète Mahomet n'a pas fait exciser ses propres filles, un détail qui a donné une idée à Rüdiger Neberg. Dans la mesure où beaucoup de gens utilisent le Coran pour justifier cette coutume, nous espérons justement faire bouger les choses grâce à l'islam. La plupart des pays où ces pratiques ont cours sont des pays islamiques. Et à mon avis, une religion aussi universelle que l'islam ne devrait pas accepter le fait que certains l'utilisent pour justifier cette pratique.
Rüdiger Neberg a appris qu'en Mauritanie, une république islamique grande comme 2 fois la France, l'excision est également pratiquée. Rüdiger sollicite une audience auprès du grand moufti Hamdan Ulta, l'érudit le plus haut placé en matière juridique. Il lui demande d'émettre une fatwa, un avis juridique, contre les mutilations génitales. L'ouléma Hamdan accepte aussitôt. Il suggère à Rüdiger de former une caravane et de parcourir le pays avec la fatwa pour la faire connaître dans les villages reculés, les campements nomades et les oasis. Nous arrivons dans l'oasis de Telmest. La population salue l'arrivée de la caravane avec un enthousiasme inattendu. Le décret du grand ouléma suscite l'attention des hommes et des femmes de cette région. La nouvelle est ressentie comme la délivrance d'une souffrance qui les affectait tout au long de leur vie. Rüdiger lit à voix haute le condensé de la fatwa imprimé sur ce drapeau. L'islam dit non aux mutilations génitales féminines. Ces pratiques constituent un péché. Le message du grand moufti est accueilli avec satisfaction. Les femmes de l'Oasis et Annette Weber se réunissent ensuite pour discuter de cette question, un thème qui est passé sous silence depuis des générations. Annette leur dit que la mutilation génitale n'est pas la volonté d'Allah, mais qu'elle constitue un péché dans la mesure où elle représente une atteinte à l'intégrité physique. Je retiens de cette expérience qu'il est possible, avec des moyens réduits, de faire passer un message dont j'espère qu'il circulera dans tout le monde islamique et qu'il sera colporté jusqu'à la Mecque. 5 mois plus tard, Rüdiger Neberg et l'organisation Target ont préparé une nouvelle conférence au Caire. Des juristes et des chefs religieux de 20 pays islamiques ont été invités pour discuter d'une abolition des mutilations génitales féminines. La conférence suscite un vif intérêt, tant chez les femmes que dans les médias. Neberg salue ses hôtes. Le professeur Ali Gomaa, grand moufti de l'université Al-Azhar, le cheikh Youssouf Al-Qaradawi, le professeur Mohamed Tantawi, chef suprême de l'islam sunnite, ainsi que le professeur Mahmoud Zakzouk, ministre de la religion du gouvernement égyptien. La conférence porteuse d'espoir commence dans une atmosphère studieuse. Rüdiger Neberg prend la parole. Dans un discours passionné, il plaide pour l'abolition des mutilations génitales. Un court-métrage montre la pratique de l'excision dans toute sa cruauté. La plupart des conférenciers voient ce genre d'image pour la première fois. Certains hommes choqués quittent la salle. Quand la lumière revient, une dispute virulente éclate. Un homme âgé défend avec véhémence la tradition de l'excision. Certains hommes l'approuvent. Puis les érudits se retirent pour tenir conseil. Finalement, la décision du Conseil est proclamée. À l'unanimité, la résolution a été prise de considérer les mutilations génitales féminines comme une atteinte à l'intégrité physique des femmes et comme un crime qui devait désormais être interdit. Une avancée décisive. La joie et la reconnaissance sont grandes, tant chez les partisans de l'abolition que parmi les femmes orthodoxes. Le grand moufti Ali Djouma, parrain de la manifestation, signe le texte de la résolution. Annette Weber prend la parole au nom de l'organisation Target. Je voudrais exprimer toute ma gratitude pour cette décision, en accord avec tous les responsables présents. Et je ne remercie pas en notre nom seul, mais au nom de toutes les petites filles et de toutes les femmes d'Afrique qui pourront à présent vivre librement.